Le 14 juillet 2022, la police haïtienne découvre au port de la Saline des armes de guerre, des munitions et des faux billets dans des conteneurs à destination de l'église épiscopale d'Haïti. Et plus tard, on va apprendre que l'église épiscopale d'Haïti sert de couverture à un vaste réseau de trafiquants d'armes en lien avec les gangs. L'information va alors créer une onde de choc, parce que jusque-là, l'église épiscopale était une institution très respectée. C'était l'école Sainte-Trinité qui a formé plusieurs générations de musiciens dans le pays. Dans cette émission, nous allons non seulement revenir sur cette affaire de trafic d'armes, mais nous allons aussi vous raconter la grande histoire de l'implantation de l'église épiscopale en Haïti. Et vous allez découvrir que l'arrivée de cette église qui n'est ni catholique ni protestante est liée à l'histoire de l'émancipation des Afro-Américains qui rêvaient de faire d'Haïti leur nouvelle patrie. D'abord, qu'est-ce que l'église épiscopale ? C'est très important de comprendre la nature de cette institution. L'église épiscopale est la branche américaine de l'église anglicane, c'est-à-dire l'église d'Angleterre. Et qu'est-ce que l'église anglicane ? La naissance de l'église anglicane remonte au XVIe siècle et fait suite à un différend entre le pape et le roi d'Angleterre qui était à l'époque Henri VIII. Celui-ci voulait faire annuler son mariage avec sa femme qu'il tient responsable de ne pas pouvoir lui donner un fils. À l'époque, c'était très important pour les monarques d'avoir des héritiers mâles. Donc, le pape dit non parce qu'il jugeait la demande du roi non conforme à la doctrine de l'Église catholique. Eh bien, le roi se passe tout simplement du pape et se déclare souverain ultime et chef de l'Église d'Angleterre. On est mieux servi que par soi-même. À partir de ce moment-là, l'Église catholique d'Angleterre va se séparer du Vatican et former sa propre église. On ne va pas rentrer dans les détails car ce n'est pas l'objet de la vidéo. C'est ainsi que les premiers colons anglais qui ont immigré en Amérique du Nord et qui ont fondé les États-Unis ont ramené avec eux leur religion, c'est-à-dire l'anglicanisme, ce catholicisme spécifique à l'Angleterre. Après l'indépendance américaine, c'est cette église anglicane qui sera pratiquée dans la plupart des nouvelles colonies des États-Unis d'Amérique sous le nom d'église épiscopale. Alors pourquoi cette nouvelle appellation ? Le mot épiscopal vient du grec épiskopos qui signifie évêque ou surveillant. L'église épiscopale est organisée en diocèse dirigé par un évêque. Le diocèse est le territoire placé sous la responsabilité d'un évêque. Par exemple, l'église épiscopale d'Haïti est un diocèse placé sous la responsabilité d'un évêque. Donc, il faut retenir seulement que l'église épiscopale est la version américaine de l'église d'Angleterre. C'est tout simplement ça. C'est la même chose en Écosse également. Les églises anglicanes aux États-Unis et en Écosse sont appelées épiscopaliennes en raison de l'histoire du conflit entre les Anglais et les Américains ou les Écossais. Mais sinon, c'est exactement la même chose. La doctrine est la même. Une différence entre l'église anglicane et l'église catholique, par exemple, c'est le mariage des prêtres. Les prêtres anglicans ou épiscopaliens peuvent se marier contrairement aux prêtres catholiques. Et aussi, quand on est une femme, on peut devenir prêtre également. Sur la doctrine, on peut retrouver dans l'église anglicane des éléments du catholicisme et du protestantisme. Bon, on ne va pas rentrer ici dans les détails de doctrine parce que ce n'est pas le sujet. Maintenant que nous avons posé les bases, revenons à la fondation de l'église épiscopale d'Haïti. Et vous allez voir que cette église est un instrument de l'influence américaine portée par des Afro-Américains qui avaient une vision assez ambiguë de leur mission. Ils voulaient à la fois s'émanciper, mais aussi étendre l'impérialisme américain. L'église épiscopale d'Haïti a été fondée par un Afro-Américain du nom de James Theodore Holly, dans le contexte des mouvements d'immigration des Noirs américains en Haïti au XIXe siècle. J'ai consacré une émission intégrale à ce sujet. Je vous mets le lien en description de cette vidéo si ça vous intéresse. James Theodore Holly, le fondateur de l'église épiscopale d'Haïti, est né en 1829 à Washington. Jusqu'à ses 15 ans, il était catholique pratiquant, mais en 1852, il se convertit à l'église épiscopale dans le Michigan et connaît une ascension rapide au sein de cette nouvelle communauté religieuse. En 1855, il est ordonné diacre et devient prêtre
le 2 janvier 1856. Depuis tout jeune, James Theodore Holly rêvait d'émigrer en Haïti afin d'apporter la bonne nouvelle au peuple haïtien. Il était convaincu que la première République noire était l'endroit où les Noirs américains pourraient s'établir durablement et s'accomplir en tant qu'êtres humains. Mais Holly, qui était lui-même noir, était rempli de préjugés à l'égard des Noirs. Il pensait que l'installation des Noirs américains en Haïti a un aspect civilisateur. Il estimait que les Noirs américains étaient plus civilisés que les Haïtiens grâce à leur contact privilégié avec les Blancs. Aujourd'hui, ça peut paraître raciste, et ça l'est, mais il faut savoir que ces Noirs issus d'un pays où l'esclavage des Noirs était la norme ne pouvaient pas être complètement débarrassés de préjugés. L'autre aspect que Theodore Holly voyait dans sa mission d'évangélisation en Haïti, et c'est très important, c'était pour lui la possibilité d'étendre ce qu'il appelle la civilisation américaine, autrement dit l'impérialisme américain. À l'époque, les mouvements missionnaires chrétiens étaient très en vogue aux États-Unis. L'Église épiscopale envoyait des missionnaires en Afrique et c'était surtout des Noirs qui étaient chargés d'aller évangéliser leurs frères. L'objectif affiché était la civilisation du continent noir. Ces Noirs américains qui étaient des ambassadeurs de la culture américaine auprès d'autres Noirs, c'était une façon aussi pour eux d'être bien vus par les Blancs et cela devait aussi prouver qu'ils étaient l'égal des Blancs. Mais ces Noirs américains nourrissaient envers les Noirs des autres pays les mêmes stéréotypes que les Blancs. En 1854, James Theodore Holly effectue une première visite en Haïti afin d'évaluer la faisabilité de l'installation de l'Église épiscopale en Haïti. Il arrive à Port-au-Prince le 1er août 1855, mais il ne restera pas longtemps faute de moyens financiers. Il est contraint de retourner aux États-Unis au bout de quelques semaines. Mais il était plus que jamais convaincu qu'il fallait installer son Église en Haïti. Il y a un point important ici qu'il faut souligner. Contrairement au mouvement abolitionniste qui visait à émanciper les Noirs américains pour qu'ils aient aux États-Unis les mêmes droits que les Blancs, Theodore Holly, lui, voulait civiliser les Noirs qui vivaient en dehors de ce qu'il appelle la civilisation américaine. James Theodore Holly pensait que si les Américains blancs étaient investis par Dieu d'une mission civilisatrice en Amérique, les Noirs américains étaient quant à eux investis d'une mission civilisatrice auprès de leurs frères de couleur. Et Dieu les avait amenés en Amérique afin d'être mis au contact de la civilisation pour pouvoir ensuite la répandre en retour en Afrique et dans la Caraïbe. Haïti était un modèle politique et les Noirs américains se devaient d'aider cette nation à survivre, à se développer et à régénérer la race noire dans le monde entier. Theodore Holly croyait qu'il n'était pas nécessaire d'essayer d'obtenir davantage de droits aux États-Unis. Les Noirs américains devaient se rendre en Haïti afin d'apporter de l'aide, afin de faire de ce pays une nation riche et respectée. C'est dans cet état d'esprit que James Theodore Holly retourne en Haïti le 26 mai 1861. Il débarque avec une centaine de personnes, 110 au total, des Afro-Américains, afin d'installer une mission de l'église épiscopale dont il devient le chef. La mission s'établit à Douillard, près de Port-au-Prince, sur la propriété du président Fabre Geffrard. La résidence du président servait également de lieu de culte aux missionnaires. Seulement 2 semaines après son arrivée en Haïti, Geffrard accorde la nationalité haïtienne à James Theodore Holly. Quelque temps après, la plupart des missionnaires sont décédés à cause d'une épidémie de malaria et de typhoïde. C'était un coup dur pour Holly qui perd à la fois sa mère, sa femme et 2 de ses enfants. En tout, 48 missionnaires sont morts. Parmi les survivants, beaucoup retournent aux États-Unis. Mais les plus fidèles vont rester aux côtés de Theodore Holly, qui, avec ténacité, va fonder ce qui est aujourd'hui l'Église épiscopale d'Haïti. Il meurt à Port-au-Prince le 13 mars 1911. Au fil des années, l'Église épiscopale va continuer à se développer et devenir un acteur influent de la société haïtienne, bénéficiant de tous les privilèges dus à son statut. L'Église épiscopale ne s'est pas contentée de son rôle religieux. Grâce à ses liens avec les États-Unis, elle a accumulé une influence considérable.
Parce que malgré une relative indépendance, il faut savoir que l'Église épiscopale d'Haïti reste une extension de l'Église épiscopale américaine. Maintenant, la question qu'on se pose, comment cette Église a-t-elle pu déraper ou même être mêlée à une affaire de trafic d'armes? Revenons maintenant à ce qu'il s'est passé à partir du 14 juillet 2022, quand la police tombe sur cette cargaison d'armes dans un conteneur qui appartient à l'Église épiscopale d'Haïti. Je vais vous présenter le déroulé chronologique des faits. Le 14 juillet 2022, la police découvre des armes de guerre, des milliers de cartouches, des faux billets et d'autres matériels militaires dans un conteneur du Caribbean Port Services à La Saline. Le lendemain, la police arrête Gina Jean-Louis Walls, la personne chargée de dédouaner les marchandises destinées à l'église épiscopale. Le 17 août 2022, le père Franz Cole, secrétaire exécutif diocésain de l'église épiscopale d'Haïti, est arrêté par la police. La police découvre que l'homme d'église est impliqué jusqu'au cou dans le trafic d'armes. D'après la police, il utilise son statut et les documents de franchise de l'église pour faire entrer des armes et des munitions dans le pays et approvisionner les gangs. Le père Franz Cole possède plusieurs comptes en banque bien remplis, dont un contenant plus d'1 million de dollars. Il possède plusieurs propriétés. Mais le pire dans tout ça, c'est que le prêtre se fait richement payer par le Parlement haïtien qui lui verse 300 000 gourdes tous les mois. Alors pour quelle raison ? Pourquoi le Parlement verse-t-il ce salaire à Franz Cole? L'enquête n'avait pas permis de le savoir. Et autre fait relevé par la presse haïtienne, c'est que l'avocat qui défend Franz Cole est le même que celui qui défend le chef de gang Vitellum. Entre-temps, c'est la panique au sein de l'église épiscopale. D'autres responsables impliqués dans le trafic sont activement recherchés par la police, dont le père Fritz Désiré, directeur du Collège Saint-Pierre et ex-président du comité permanent de l'église. Il a finalement été arrêté par la police. Autre responsable religieux que recherche la police est le père Mardoché Ville, président du comité permanent du diocèse. Et enfin, l'autre poids lourd de ce dossier est un Zimbabwéen du nom de Vudla Sikumbuzo, ancien responsable des opérations de l'église épiscopale d'Haïti. Le 22 août 2022, la police arrête le comptable de l'église épiscopale, un certain Gilles Jean-Marie. En épluchant les relevés de compte de l'institution, la police découvre qu'entre 2017 et 2021, des transferts d'argent de l'église vers le compte du Zimbabwéen Vudla Sikumbuzo. L'église verse régulièrement au moins 30 000 dollars américains à ce Zimbabwéen à chaque transfert. Donc, sur 4 ans, cela représente une coquette somme. Et le comptable n'a pas pu justifier ce transfert. Pour leur défense, les responsables de l'église indiquent que le dénommé Vudla Sikumbuzo ne travaille plus pour l'institution. Sauf que, lors d'une perquisition dans une de ses cachettes, la police trouve des documents officiels de l'église et la voiture du fugitif est immatriculée au nom de l'église. Une dizaine de personnes ont été arrêtées. Des mandats d'arrêt internationaux sont lancés. C'est un vaste réseau qui utilise plusieurs ports du pays, notamment la Gonave et Port-au-Prince, pour alimenter leur trafic. À la réception des cargaisons d'armes, les trafiquants les stockent dans des écoles pendant la journée puis les acheminent le soir dans différents endroits. D'après le rapport de l'enquête policière, ce réseau de trafiquants d'armes a des contacts avec les gangs. Entre-temps, l'Église publie un communiqué dans lequel elle indique n'avoir fait aucune commande de conteneurs contenant des armes. Le 3 avril 2023, la police publie une vidéo sur son compte Facebook où elle donne des précisions sur ce réseau de trafiquants d'armes. Alors qu'il est recherché par la police, Vudla Sikumbuzo donne une interview à Radio Caraïbe à Port-au-Prince le 25 mai 2023. Il dit qu'il travaille toujours pour l'église épiscopale même s'il n'est plus chef des opérations. Il confirme les transferts d'argent de l'église sur son compte mais indique une somme bien inférieure à celle indiquée par les enquêteurs. Selon lui, cet argent devait servir à payer les frais de douane pour le compte de l'église. Il tente tout de même de dédouaner l'église en mettant toute la responsabilité sur un certain Johnny Docteur, un employé du ministère des Finances, déjà dans le collimateur des enquêteurs, et 2 pasteurs, Dion Day et Rémi Lindor. Après ces révélations du Zimbabwéen, la police se met à la recherche de ces personnes désignées par le Zimbabwéen. Le 12 décembre 2024, le pasteur Dion Day est arrêté à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Quelques mots quand même concernant ce Zimbabwéen
Voudla Sikumbuzo. C'est un personnage sulfureux, assez violent. Il aurait torturé et tenté d'empoisonner son ex-femme pour finalement la défigurer en lui jetant de l'acide au visage. Prise en charge par Médecins sans frontières dans un premier temps, elle a ensuite été transférée aux États-Unis où elle a reçu des soins pendant 14 jours. Elle a porté plainte en Haïti contre son mari, mais aucune suite n'a été donnée à cette affaire. Elle dénonce aussi le silence des autorités de l'Église épiscopale qui sont au courant de ces violences, mais qui n'ont rien fait. Ce Zimbabwéen a été envoyé en Haïti par les autorités de l'Église épiscopale américaine. Il était nommé chef des opérations. En 2018, il a été licencié par les Américains, mais a tout de même continué de travailler pour le diocèse d'Haïti. Son rôle consiste à faire passer des conteneurs à la douane pour le compte de l'Église. Et quand il a du mal à faire passer des conteneurs, il fait jouer ses contacts. C'est ainsi qu'il a sollicité l'aide d'un ancien responsable de l'Église, un évêque maintenant à la retraite aux États-Unis, pour qu'il intervienne afin d'aider à faire dédouaner illégalement un conteneur suspect. L'évêque a refusé d'intervenir tout en désavouant les actions illégales du Zimbabwéen. Avec tous ces éléments et ces arrestations, on pensait que la justice haïtienne allait être intraitable et qu'un gros coup de balai allait s'opérer au sein de l'Église épiscopale afin de redorer son image. Coup de théâtre. Début octobre 2023, le juge d'instruction Martel Jean-Claude a prononcé un non-lieu concernant les responsables de l'Église épiscopale. Selon cette décision du juge, la franchise octroyée au nom de l'Église épiscopale d'Haïti a été utilisée à son insu par un réseau de malfaiteurs. Toutes les personnes liées à l'Église épiscopale, que ce soit les prêtres, le comptable, ont été innocentés à l'exception du Zimbabwéen introuvable qui ne serait plus un employé de l'institution d'après les responsables de l'Église. Mais quid des nombreux comptes bancaires bien garnis du père Franz Cole? Où trouve-t-il cet argent? Qu'en est-il de l'enquête de la police qui annonçait en grande pompe que des responsables de l'Église sont impliqués dans un trafic d'armes? Pourquoi l'Église continuait-elle d'utiliser le service de Voudla Sikumbuzo alors qu'il a été viré par les Américains? L'ordonnance a inculpé une dizaine de personnes environ qui n'ont aucun lien direct avec l'Église épiscopale d'Haïti. La majorité de ces personnes sont en cavale, dont le Zimbabwéen Voudla Sikumbuzo. Depuis cette décision du juge, on n'entend plus parler de cette affaire. Il n'y a plus rien à voir circuler. L'histoire de l'Église épiscopale d'Haïti est celle d'une institution née d'un idéal, mais rattrapée par des réalités plus troubles. Fondée dans un esprit de mission religieuse et d'émancipation des Noirs américains, elle s'est imposée au fil des décennies comme un acteur incontournable de la société haïtienne, mêlant influences spirituelles, éducatives et politiques. Pourtant, le scandale du trafic d'armes découvert en 2022 révèle une face sombre de cette institution autrefois respectée. Ce scandale pose une question fondamentale. Comment une organisation religieuse comme l'Église épiscopale d'Haïti a-t-elle pu se retrouver au cœur d'un réseau criminel? Est-ce une dérive isolée de certains individus corrompus ou le reflet d'une institution gangrénée par le système dans lequel elle évolue? C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous. À bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Au revoir.